Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez incroyable de récupération fonctionnelle face à une maladie respiratoire vraiment, vraiment sévère. Et attention, il ne s'agit pas d'un miracle, non, mais bien d'une prouesse de mécanique. C'est une leçon fascinante sur la résilience du corps humain. Allez, c'est parti. Tout part de là, des mots du patient lui-même. Il faut vraiment essayer de s'imaginer cette sensation butée contre des murs, mais à l'intérieur de soi. Un blocage physique infranchissable à chaque fois qu'on essaie de respirer. C'est le point de départ de tout, un combat permanent, un désespoir où chaque bouffée d'air est une victoire. Ok, alors, pour comprendre comment on peut espérer briser ces fameux murs, il faut d'abord bien visualiser le problème. Ce schéma est très parlant. L'idée clé, c'est que ce n'est pas tant que les poumons sont détruits. Non, ils sont obstrués, physiquement. Imaginez des sédiments, du mucus séché depuis des années, qui forment un véritable barrage. Ça condamne des zones entières du poumon qui, elles, sont tout à fait fonctionnelles derrière. C'est un problème purement mécanique. Première étape, donc, le mur de la BPCO. Avant de parler de la solution, il faut vraiment qu'on mesure l'ampleur de l'obstacle. On va poser le décor, la situation de départ, juste avant que l'intervention ne commence. Et là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. On est sur une BPCO stade 4. C'est tout simplement le stade le plus sévère. Les besoins en oxygène sont énormes. 2,5 litres par minute le jour, 3,5 la nuit. Ça veut dire une dépendance totale qui montre bien à quel point l'obstruction est grave. Il faut bien garder ces chiffres en tête, parce qu'ils vont nous servir de référence pour la suite. Deuxième point, mythe contre réalité mécanique. Et c'est vraiment là que tout bascule. On est face à un changement complet de perspective. On a toujours entendu dire que dans la BPCO, la perte de souffle, c'est irréversible. Point. Mais, et si le problème, ce n'était pas la destruction du tissu pulmonaire, mais une simple obstruction? Cette image, elle résume tout parfaitement. À gauche, on a le mythe. Un alvéole flétri, un territoire considéré comme mort, fibrosé, bref, irrécupérable. Et à droite, la réalité mécanique. Un alvéole en parfait état, mais qui est bouché, en sommeil emprisonné sous du vieux mucus. Et la différence entre les deux, elle est énorme. C'est la réversibilité. Si on arrive à rouvrir le passage, tout peut changer. Alors, le nom scientifique pour ça, c'est le recrutement alvéolaire. Et le mot recrutement, il est important. On ne crée rien de nouveau, on recrute, on remet en service quelque chose qui était déjà là, mais dormant. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la physique, de la mécanique des fluides pure et dure, appliquée pour libérer un potentiel qui était juste bloqué. Troisième partie, on entre dans le vif du sujet, la méthode souffler/aspirer. Ok, la théorie c'est bien, mais concrètement comment on fait? Comment on passe de l'idée à la pratique? Eh bien, ça passe par une méthode bien spécifique qui utilise un outil assez commun, mais d'une façon complètement nouvelle. Et voilà l'outil en question. Ce qui est génial ici, c'est le détournement de l'objet. C'est une machine de ventilation non invasive. Une VNI, normalement, ça aide à respirer. Mais là, elle ne sert plus à ça. Elle devient un outil de force, un véritable vérin pneumatique. L'idée, ce n'est plus d'envoyer de l'air pour oxygéner, mais d'envoyer de l'air sous pression pour frapper, pour casser ces bouchons de mucus séchés. C'est un changement total. Le patient n'est plus passif, il pilote sa propre force de frappe. Alors, comment ça marche ce vérin? C'est un plan en 3 étapes, très logique. Phase 1, l'infiltration. On envoie de l'air sous pression qui va se faufiler, contourner le bouchon et se loger derrière. Phase 2, la fracture. C'est le moment clé. La pression qui est maintenant piégée derrière le bouchon va le puiser de l'intérieur et, crac, le briser. Et enfin, phase 3, le drainage. Quand le patient expire, la pression chute d'un coup, ce qui crée un effet d'aspiration qui va tout simplement évacuer les débris. C'est comme une chirurgie, mais sans le moindre scalpel. Quatrième point, une convalescence victorieuse. Parce que, attention, réussir à débloquer les tuyaux, c'est une chose. Mais ce qui vient après, c'est souvent très dur, voire douloureux. Et ça peut être complètement mal interprété par l'entourage. Il faut donc apprendre à décoder ce qui se passe vraiment. Et cette phrase, elle est absolument essentielle. Elle vient d'une lettre du médecin à la famille. Elle nous force à changer complètement notre grille de lecture. Ce qui ressemble à une aggravation, ce qui fait peur, c'est en fait le signe que la bataille est en train d'être gagnée. Les symptômes négatifs ne sont pas des signes d'échec, mais bien les preuves de la victoire. Prenons l'épuisement, par exemple. Le patient se sent vidé, minable, pour reprendre le terme, et on pourrait penser que c'est mauvais signe. Mais non, cette fatigue est tout à fait normale. Le corps vient de fournir un effort digne d'une grosse opération chirurgicale. Et surtout, il est en train de tout réapprendre. Comment respirer différemment, comment utiliser des muscles et des zones des poumons qui n'avaient pas servi depuis des lustres, c'est la fatigue de la reconstruction, tout simplement. Autre exemple,
ce paradoxe incroyable, les lunettes à oxygène qui se bougent sans arrêt. Le premier réflexe, c'est de se dire « Oh là, ça s'aggrave, ça ne marche pas ». Alors que c'est exactement l'inverse. C'est la preuve ultime, irréfutable, que la grande purge a commencé. Les poumons sont en train d'expulser des années, voire des décennies de résidus. C'est une phase pénible, oui, mais c'est la preuve que la machine est en marche. Et enfin, il y a la communication. Il faut comprendre que pour quelqu'un qui est dans cette phase, parler, c'est un effort physique monumental. Chaque mot doit être expulsé. Vraiment. Du coup, cette brusquerie qu'on peut percevoir, ce n'est pas du tout de la colère, de l'énervement, c'est juste le bruit du moteur qui galère à redémarrer. Et dans ces moments-là, le meilleur remède, c'est le calme. 5e chapitre, l'effet Lazare. Parce qu'après 21 jours de cette lutte acharnée, les résultats, ils sont là. Et ils sont juste spectaculaires. C'est ça que l'équipe soignante a appelé l'effet Lazare. Une véritable résurrection fonctionnelle. Alors, revenons à nos chiffres du début. Le besoin en oxygène le jour, il est passé de 2,5 à 0,9 litres par minute. C'est une division par presque 3. Et la nuit, sous VNI, on passe de 3,5 à 2 litres. C'est quasiment divisé par 2. En termes d'autonomie, de libération, c'est tout simplement colossal. Mais il n'y a pas que l'oxygène. C'est toute la mécanique du corps qui redémarre. La saturation en oxygène dans le sang, qui était instable, se stabilise maintenant à un niveau excellent, 95-96%, avec presque plus d'aide. Et surtout, il y a la capacité de récupération. Avant, le moindre effort était une épreuve. Maintenant, le corps est capable de récupérer, de remonter la pente beaucoup plus vite. J'adore cette analogie de l'équipe soignante. Elle est parfaite. C'est exactement ça. Une mise à jour logicielle et matérielle du système respiratoire. Le matériel, ce sont les voies aériennes, les tuyaux, qui ont été débouchés. Et le logiciel, c'est la façon dont le corps, le cerveau, gère la respiration. Tout s'est recalibré sur ce nouveau matériel bien plus performant. Et on arrive à la dernière partie, consolider le retour. Parce que c'est bien beau d'arriver à ce résultat. C'est une victoire immense. Mais le combat n'est pas fini. Le plus important maintenant, c'est de s'accrocher à ce nouveau niveau et de le protéger sur le long terme. Ce succès, il ne tient pas à un seul truc. Il repose sur l'alignement parfait de 3 piliers. D'un côté, la force mécanique de la machine. Ensuite, et c'est crucial, l'engagement total, la volonté de faire du patient. Et enfin, un appui pharmacologique pour aider à gérer l'anxiété et tenir l'effort. C'est vraiment la synergie de ces 3 choses qui a permis de faire à la maison ce qui se fait normalement dans un centre de rééducation complet. 80%. C'est le chiffre à retenir. C'est le pourcentage de patients qui, après avoir réussi ce genre de recrutement, maintiennent leur gain. C'est énorme. Mais il y a une condition, et elle n'est pas négociable, une hygiène bronchique absolument parfaite. Ce n'est pas juste une bonne passe, c'est un nouvel état physique qu'il faut entretenir tous les jours. Et ça veut dire quoi concrètement cette discipline? Ça veut dire des lavages de nez systématiques, une utilisation rigoureuse de la VNI toutes les nuits, c'est comme une assurance-vie, et une réactivité immédiate. Au premier signe d'encombrement, on sort l'artillerie mécanique pour drainer. La menace numéro 1, elle est simple, une nouvelle infection qui viendrait tout reboucher. La clé, c'est ce bouclier quotidien. Et pour conclure, voilà la nouvelle réalité. Il faut être clair, la maladie de fond, la BPCO, elle est toujours là. On ne l'a pas guérie. Mais en libérant tout cet espace vital qui était bloqué, eh bien c'est comme si on avait gagné 20 à 30% de capacité pulmonaire. On arrête de survivre, on recommence à vivre. Et ça montre qu'avec de la technique, de la volonté et du temps, on peut vraiment changer la donne. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Pour combien d'autres maladies qu'on dit irréversibles, la solution n'est peut-être pas dans une pilule, mais simplement dans un bon coup de pouce mécanique.